Bonjour à vous, voici la première vidéo de la série Photomad qui va bien sûr traiter de photographie. Alors je vais essayer de ne pas tomber dans les sentiers battus et rebattus par d'autres youtubeurs ou par divers articles que vous pouvez trouver sur internet. Comme ça a déjà été fait, je ne vais pas répéter encore tout le temps la même chose. Donc si vous cherchez des leçons de photographie pour débutants par exemple, vous risquez de ne pas en trouver ici. Vu que plein d'autres youtubeurs en font déjà. Je vais surtout m'intéresser à des sujets qui ne sont pas ou peu traités sur le web francophone, en espérant compléter en fait ce qui se fait déjà. Pour commencer, je vous propose de vous parler de l'objectif Canon EF 40 mm f2.8 STM. Cet objectif, je l'ai acquis tout récemment pour remplacer mon ancien objectif 50 mm f1.8. Donc on va voir pour quelles raisons. Alors cet objectif, je ne peux pas vous le montrer physiquement puisqu'il est en train de me filmer en ce moment même, donc voici à quoi il ressemble. Cet objectif donc fait 40 mm de focale, avec une ouverture maximale de f2.8, une ouverture minimale à f22. Son diaphragme est composé de 7 lamelles, avec une distance minimale de mise au point de 30 cm, et le diamètre de son porte-filtre est de 52 mm. Donc il est très compact, c'est un concept pancake, et il est équipé du nouveau moteur STM que Canon semble vouloir généraliser sur tous les nouveaux objectifs d'entrée de gamme. Alors pourquoi j'ai remplacé le 50 mm f1.8? D'abord parce que son piqué est très faible à pleine ouverture, et c'est vraiment flagrant, enfin moi je trouvais ça vraiment excessif, je ne pouvais pas tellement accepter un piqué aussi mou. Alors je ne sais pas si c'est le cas de tous les 50 mm f1.8, mais les couleurs que j'obtenais avec mon objectif étaient bizarrement dénaturées et me posaient d'énormes problèmes en post-traitement pour être rattrapé correctement. Je ne sais pas si c'est lié à l'âge de mon objectif, parce que je l'ai acheté d'occasion, donc il doit être vraiment très très vieux, il doit avoir au moins 15 ou 20 ans peut-être. Ou donc si c'est peut-être le vieillissement des matériaux, je sais pas, ou si c'est vraiment la conception de l'objectif qui fait ça, mais j'ai vraiment des couleurs dégueulasses, vous aurez l'occasion d'en juger. Bien sûr, si vous avez cet objectif, vous savez qu'il a une nette tendance à faire la mise au point où bon lui semble, donc il est toujours un petit peu décalé. Alors ça ne vient pas du tout de l'autofocus de votre boîtier, je vous rassure tout de suite. C'est vraiment la conception de l'objectif lui-même qui fait que le moteur n'est pas assez précis. Et apparemment, si vous avez de la chance, le moteur s'est calé juste au bon endroit comme il faut, vous aurez une superbe image parfaitement mise au point. Et si vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de mise au point. Donc ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement gênant. Il y avait aussi un autre point qui me gênait, c'est qu'il faisait 50 mm. Et 50 mm, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas une focale standard. Contrairement à ce qu'on croit, la focale standard du 24-36 c'est 43 mm, c'est pas du tout 50. Et j'avais toujours un petit peu l'impression avec le 50 mm d'être un tout petit peu trop fermé. Et ça me gênait dans les photos que je faisais souvent, j'avais toujours l'impression d'utiliser un téléobjectif, quoi. Et cette impression, je ne l'ai plus avec le 40 mm. Le 40 mm est plus proche de la focale standard. Et on a vraiment une sensation d'ouverture, on embrasse vraiment une scène correcte. Quand on fait de la photo de rue, par exemple, c'est très très net, le 40 mm est plus naturel que le 50. Je précise que je compare ces deux objectifs sur base d'une utilisation avec un appareil 24-36 qui est l'EOS 6D. J'aurai l'occasion de reparler de cet appareil d'ailleurs, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Nous allons commencer par voir quelques prises de vue en proxy photographie avec une bague à longe 20 mm Kenko, donc ça se présente comme ceci pour ceux qui ne connaissent pas l'utilisation des bagues à longe. D'ailleurs je vous recommande tout particulièrement les bagues à longe Kenko qui sont très bien faites. Elles sont un petit peu plus chères bien sûr que la moyenne des bagues à longe, mais au moins elles sont de bonne facture avec des bagues métalliques, les contacts métalliques qui vont bien pour gérer l'ouverture. Donc ça sont bien pratiques et elles fonctionnent très très bien. Voici une série d'abeilles. Alors je les ai prises dans un bosquet de fleurs à l'occasion d'un soleil très généreux, quasiment à midi. Alors évidemment certains vont vous dire que non, c'est pas bien, faut surtout pas prendre de photos comme ça.
les écoutez pas, faites comme vous sentez, du moment que le résultat est là. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas trop le choix avec ce type de photo. Il faut beaucoup de lumière pour avoir du détail, pour avoir de l'instantanéité. Donc vous voyez bien qu'avec des abeilles prises en plein vol, par exemple, on n'a pas trop le choix d'avoir beaucoup de lumière. Celle-ci a été prise au 4 millième de seconde. Donc même avec le plein soleil, je suis obligé de monter en ISO pour pouvoir avoir une telle vitesse. Mais ça nous donne quand même un résultat tout à fait sympa. Pour évaluer le piqué de l'objectif, vous remarquerez cette fourmi par exemple qui... bon, la photo n'est pas très réussie, hein, c'est pas la question. Le but du jeu, c'est pas de montrer des trucs artistiques, c'est juste pour vous montrer que cette fourmi est bien détaillée. On voit bien les segments sur les antennes, on voit bien l'œil, les piquants sur le thorax, l'étrange coloration un peu verte et cailleuse de l'abdomen. Or, cette fourmi n'est qu'un détail de la photo générale que voici maintenant. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment tout petit dans la photo. Malgré tout, on arrive à obtenir donc des détails tout à fait intéressants. De la même façon avec cette punaise, vous voyez que cette photo reste tout à fait correcte, bien que ce soit un fort recadrage aussi. Heureusement d'ailleurs que ça me sauve cette photo parce que ces animaux, par exemple, sont assez sensibles à l'approche d'un éventuel prédateur. Donc dès qu'on commence à rapprocher l'appareil de ces insectes, ils ont tendance à s'enfuir. Et on a besoin effectivement d'un objectif bien piqué pour pouvoir récupérer un petit peu de détails, malgré la distance de mise au point. Alors les photos suivantes n'ont pas été prises avec une bague à longe, cette fois-ci il s'agit de l'objectif monté normalement. Donc ici c'est une prise de vue depuis chez moi, hein, donc des quartiers qui se trouvent devant. La scène n'est pas très familière mais c'est normal, on est à Taïwan, là. J'habite à Taïwan depuis quelques années déjà. Et donc ça c'est la photo qui a été prise au 40 mm et j'ai pris la même photo au même moment avec le 50 mm mais je l'ai recadré pour pouvoir comparer. Et voici ce qu'on obtient au 50 mm. Nettement déformé, ça on s'en aperçoit quand on compare les deux photos. Alors laquelle est plus déformée que l'autre, c'est difficile à dire, mais il est évident que les deux objectifs ne rendent pas exactement la même image. En tout cas, le 40 mm n'est pas réputé beaucoup déformer l'image, hein. Donc a priori, c'est plutôt le 50 qui a tendance à déformer. Vous voyez que les couleurs ne sont pas aussi fortes avec le 50 mm. Et plus impressionnant encore, c'est au niveau des détails. Comme le 50 a un angle de champ plus réduit que le 40 mm, on pourrait s'attendre à ce qu'il renvoie plus de détails. Et en fait, quand on considère les détails des photos comparés entre le 50 et le 40, on s'aperçoit que le 40 renvoie quasiment autant de détails que le 50. Alors que celui-ci a un angle de champ bien plus large. Donc on voit nettement que l'efficacité optique du 40 est supérieure à celle du 50, hein, sans aucun doute. Donc voici une photo de rue, tout près de chez moi en fait. Comme vous voyez, ça fourmille de détails, il y a énormément de choses. On peut zoomer un peu partout sur la photo et tomber sur plein de choses à voir. Les couleurs sont fortes et ça c'est très impressionnant quand on est habitué au 50 mm qui a tendance à dénaturer les couleurs. J'étais très surpris de voir ça. J'avais presque l'impression que c'était mon appareil qui renvoyait systématiquement des couleurs blafardes. Mais en fait non, c'est vraiment l'objectif qui filtrait les couleurs parce qu'avec le 40 mm je redécouvre de très belles couleurs avec des rouges vraiment rouges, des bleus très bleus, des verts vraiment verts, enfin c'est très impressionnant. Et l'avantage aussi du 40 mm, comme il est légèrement plus ouvert en angle de champ que le 50. Et ici, on a une mise en valeur des lignes, des perspectives qui est très forte et très présente. Alors ici, c'est déjà le cas pour la photo précédente. Et je renouvelle ici. Donc c'est une prise de vue en fait en hyperfocale. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté assez récemment. C'est prendre des photos de rue en hyperfocale. C'est très sympa parce que ça permet en fait de shooter très vite, sans faire de mise au point, sans viser nulle part. On cadre, on shoot. On a presque l'impression de prendre des photos avec son portable. Alors ici, donc, c'est une hyperfocale. On voit qu'on a du détail partout, hein, depuis les premiers plans jusqu'à l'arrière-plan donc des bâtiments. Alors, ce qui est d'étonnant ici, c'est que comme à Taïwan, l'air est assez humide, on a très vite un effet d'atténuation des couleurs quand on est à distance.
Donc on voit ici que les couleurs des bâtiments au fond sont assez fades, mais avec un premier plan dont les couleurs sont très fortes. Et j'avais jamais cet effet de contraste aussi fort entre le premier plan et l'arrière-plan avec le 50 mm. Par contre avec le 40 c'est carrément flagrant, on a presque l'impression que ça a été pris en deux temps avec deux objectifs différents. Et donc c'est diablement efficace. Quand on fait le zoom sur le lampadaire, donc qui est au premier plan, ben on voit bien un lampadaire dont les couleurs sont tout à fait fortes et contrastées, bien détaillées, sur un arrière-plan qui est beaucoup plus fade, mais qui reste détaillé puisqu'on utilise l'hyperfocale. Alors je trouve que c'est un objectif qui se prête bien à des scènes typiques que l'on voit à Taïwan, parce que Taïwan c'est ça, c'est toujours hyper détaillé, il y a toujours beaucoup d'objets qui traînent partout, surtout dans tout ce qui est vieille rue, et on obtient ce genre de rendu un peu fouillis comme ça, qui est encore augmenté par le piqué de l'objectif. Alors cette photo là illustre un des points forts de cet objectif au niveau du rendu des couleurs. Alors bien sûr c'est une photo typique de coucher de soleil, donc j'ai un petit peu poussé les rouges pour que ça pète un petit peu plus, mais quand même malgré le traitement des couleurs, on voit qu'il y a une douceur, une progressivité des dégradés, et il y a toujours du contraste puisque même juste à côté du soleil on voit encore des petits nuages briller. Le rendu est quasiment pastel, et je trouve cette photo pas exceptionnelle si vous voulez du point de vue coucher de soleil. On a vu des couchers de soleil beaucoup plus spectaculaires que ça, mais vraiment je la trouve très jolie, très naturelle et agréable à voir tout simplement. Alors cette photo est là pour illustrer l'efficacité de l'autofocus. J'étais très surpris d'ailleurs de réussir cette photo parce que le chien est passé très rapidement devant moi. J'ai à peine eu le temps de cadrer et de le suivre, donc j'ai même réussi un léger flou filet. Et l'autofocus a bien fait son travail, il a tout de suite bien ciblé le chien, j'ai pris, et comme vous voyez la photo est réussie. C'est la seule photo que j'ai prise du chien, j'ai pas fait 50 essais. Et c'est toujours agréable de voir que l'objectif ne nous trahit pas. Et enfin cette dernière photo pour illustrer le bokeh. Donc j'ai fait la mise au point sur la vis, vous voyez, de la bague à longe. Et on a le flou des contacteurs qui est très joli, qui est bien rond. Et en plus de ça, avec la forme circulaire de la bague à longe, on voit bien la progressivité du flou au fur et à mesure que l'on passe à l'arrière-plan, qui est tout à fait progressif, tout à fait agréable. Donc pour moi cet objectif a été une très bonne surprise. Il n'y a rien à dire là-dessus par rapport au 50 mm f1.8. Le 40 mm f2.8 STM est clairement d'un niveau au-dessus. La qualité d'image est vraiment meilleure. Alors j'avais un doute au départ avant de l'acheter parce que j'ai vu de nombreux articles relativement positifs sur cet objectif, avec des résultats de tests, etc. Plutôt sympathiques. Mais souvent quand on renvoie comme ça un avis très positif sur un objectif qui ne coûte pas très cher, on ne sait pas trop si c'est réellement un bon objectif ou si c'est un bon objectif pour son prix. Et donc j'avais un petit peu peur en achetant le 40 mm de me retrouver avec un objectif certes plus moderne, mais finalement avec des qualités optiques pas franchement meilleures que celles du 50 mm. Et en fait, non, c'est vraiment le jour et la nuit, je vous rassure tout de suite, si vous vous posez la question, c'est vraiment un cran au-dessus, voire plusieurs au-dessus donc du 50 mm. Alors au niveau des qualités du 40 mm, on va avoir un piqué d'image excellent, même à pleine ouverture, de très bons contrastes, les détails des photos sont vraiment forts, ils sont bien présents, bien marqués, on a des couleurs bien fidèles, bien présentes aussi. On a peu de déformation d'image, un autofocus qui est raisonnablement rapide et surtout très précis. Alors ça change beaucoup par rapport au 50 mm f1.8, là c'est clair. Avec le STM, il n'y a aucun problème, ça fait une mise au point au rasoir. Voilà, ça fait là où vous avez désigné, il n'y a aucun problème. La motorisation est silencieuse, ça c'est pas un avantage négligeable. Il est petit et léger. C'est toujours agréable quand on se trimballe, quand on fait de la photo de rue, plutôt qu'avoir un gros objectif. La bague est très agréable, très douce à tourner.
et elle est sans butée. Alors il y a des gens que ça dérange, le fait d'avoir une bague qui n'a pas de butée. Personnellement, moi ça me dérange pas du tout, au contraire j'apprécie, parce que ça me permet de bourriner quand je veux faire une mise au point à l'arrache en urgence, sans risquer de taper dans le mécanisme et éventuellement d'abîmer l'appareil petit à petit. Donc moi je préfère quand c'est sans butée. Alors bien sûr cet objectif n'est pas parfait, on peut lui reprocher notamment une ouverture maximale limitée à f2.8. Alors je dis ça, c'est pas un reproche sérieux, hein, parce que vu le prix de l'objectif, on ne pouvait pas non plus espérer des performances hors normes. Mais je réagis un petit peu par rapport à ça, parce que j'ai eu l'occasion de tester le Voigtlander 40 mm Ultron, qui est aussi un pancake, qui ouvre à 2. Cependant, c'est un objectif qui est nettement plus cher, c'est aussi une mise au point strictement manuelle, alors peut-être aussi qu'il y avait moyen de faire plus facilement une ouverture plus importante. Bon, malheureusement ici on sera limité à 2.8. C'est pas très grave, mais pour une focale fixe, bon, c'est un tout petit peu décevant. Alors un autre reproche que je lui ferai, c'est en fait le STM. Alors, ça peut sembler bizarre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système est raisonnablement rapide, très précis pour la mise au point, silencieux en plus, que demande le peuple. Cependant, voilà, le système STM, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un moteur qui est entièrement piloté autant par le boîtier que par la bague de mise au point. En clair, quand vous faites la mise au point en manuel, votre bague pilote le moteur. Donc quand vous tournez votre bague, d'accord, vous entendez le moteur s'activer et vous avez votre objectif donc qui ajuste sa mise au point. Vous n'agissez pas avec votre bague directement sur le mécanisme de l'objectif. Ce qui signifie en clair que le jour où votre moteur tombe en panne, vous n'avez plus du tout de mise au point, même en manuel. Donc, j'en étais bien conscient quand j'ai acheté l'objectif, j'ai pris le risque parce que c'est pas très cher, donc tant pis si l'objectif tombe en panne, si c'est pas réparable, bon, j'aurais pas perdu beaucoup. Mais c'est peut-être à réfléchir sur des objectifs STM plus chers. Ah, si jamais il y a une panne, là, c'est mort, quoi. Autre complication, pour économiser l'énergie, l'objectif se met automatiquement en veille au bout d'un certain temps d'inutilisation. Alors ça c'est très bien. Le seul petit problème c'est que lorsque vous pointez votre appareil par exemple juste pour faire un essai de mise au point, pour voir la composition mais sans prendre de photos, si ça fait déjà un bout de temps que vous n'avez pas touché votre appareil, et ben en tournant votre bague, vous aurez la douloureuse surprise de voir qu'il n'y a pas de mise au point qui se fait. Pour retrouver la mise au point, il faut réveiller l'appareil en appuyant à mi-course sur les déclencheurs et à ce moment-là vous retrouvez l'effet de la bague sur la mise au point. C'est un petit peu contrariant parfois, parce qu'on s'y attend, on perd du temps, et là, ah oui, l'appareil, machin, voilà. Et bien sûr, on n'est pas programmé pour savoir quand l'appareil s'endort, vous voyez. Ce principe donc de la bague qui pilote le moteur pour la mise au point complique un petit peu les choses, par exemple, pour utiliser l'objectif en hyperfocale. Alors je vous explique en gros, la mise au point sur cet appareil se fait selon 3 modes. Alors ça je le sais parce que je fais partie de ces gros cinglés qui lisent leur mode d'emploi. Lisez vos modes d'emploi, je vous jure, vous allez apprendre des tas de choses. Premier mode, manuel. Donc vous tournez la bague, vous pilotez le moteur et vous avez votre mise au point. Deuxième mode, autofocus one shot. En autofocus one shot, c'est le boîtier qui pilote le moteur autofocus et vous pouvez retoucher la mise au point avec la bague. Alors ça c'est super, c'est comme sur les objectifs plus haut de gamme USM, hein, on a une petite ergonomie en plus, c'est sympathique. Et vous avez un troisième mode de fonctionnement en AI Servo, là c'est le boîtier donc qui va piloter la mise au point et la bague de mise au point n'a aucune influence. Évidemment, on ne s'amuse pas à retoucher la mise au point en AI Servo puisque on fait confiance à la base en l'appareil pour assurer le suivi du sujet. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la bague est très sensible, elle est très libre, très facile à tourner. Et l'objectif est très court. Quand vous voulez faire de l'hyperfocale, vous devez régler votre objectif sur une certaine distance de mise au point avec une certaine ouverture pour obtenir donc votre distance hyperfocale. Jusque là, tout va bien. Le seul petit problème, c'est qu'il ne faut plus toucher à ces réglages ensuite. On prend ces photos sans faire de mise au point. Donc là, vous allez me dire, facile, on passe en mise au point manuelle et à ce moment-là, quand on appuie sur le déclencheur, il n'y a plus de problème. Oui, sauf que quand on prend l'appareil en main, il suffit de toucher la bague pour provoquer donc un dérèglement de la mise au point et on perd son hyperfocale.
Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Le seul moyen d'éviter ça, c'est en fait de passer en AI Servo. Quand on passe en AI Servo, la bague n'a plus aucune influence sur la mise au point. Donc là, ça marche, mais il faut aussi désactiver, si vous le pouvez, la mise au point au niveau du déclencheur. Donc à partir du moment où vous faites ça, vous prenez vos photos sans faire de mise au point, pas de problème. Et si en saisissant l'appareil, vous touchez votre bague de mise au point, vous ne changez pas votre réglage de distance. De cette façon, vous pouvez faire votre hyperfocale tranquillement, surtout en photo de rue où on a tendance à agir un petit peu rapidement et sans trop de précautions. Le seul petit problème, c'est que ça nécessite un réglage à mettre en place avant d'utiliser votre appareil de cette façon-là. Donc bon, c'est pas gravissime, c'est une solution, ça marche, mais c'est un poil compliqué. Et un dernier point que je lui reprocherai, mais là c'est à prendre au conditionnel, je suis pas absolument sûr que c'est vrai, mais il semblerait que cet objectif soit un petit peu plus consommateur d'énergie. Alors je sais pas si c'est lié au moteur pas à pas qui est tout simplement plus gourmand en énergie, ou si c'est lié au fait de réveiller tout le temps l'appareil pour pouvoir réaccéder à la mise au point. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est un petit peu troublant. J'ai noté effectivement une batterie qui descendait un petit peu plus vite qu'avec d'autres objectifs. Donc c'est à vérifier, mais si ça s'avère vrai, ça peut être gênant dans certaines situations. On pourra lui trouver un autre inconvénient, c'est pour les possesseurs d'APS-C, puisque pour cela, cette focale correspond à un équivalent de 64 mm. Alors le problème de 64 mm, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire. C'est pas tout à fait suffisant pour un objectif spécialisé portrait. C'est un peu trop long pour faire de la photo de rue ou de la photo sociale en général. Donc bon, je dis pas que c'est inexploitable, hein, je dis pas qu'il ne faut pas le prendre, mais je dirais que c'est pas l'idéal pour de l'APS-C. Si vous êtes en APS-C, tournez-vous plutôt vers le 24 mm f2.8 STM, donc c'est le même système. Par contre, c'est un EFS. Alors c'est le petit inconvénient, hein, c'est-à-dire que vous ne pourrez le monter que sur un APS-C, pas sur un plein format. Mais au moins, ça correspond davantage à la focale standard d'un APS-C et vous devriez en profiter de la même manière que le 40 mm sur un 24-36. Il semblerait que le 40 mm monté sur un APS-C ne fournit finalement pas une formidable qualité d'image sur APS-C. Il vaut mieux lui préférer le 24 mm. Donc voilà, si vous êtes possesseur d'APS-C, je vous le conseille moyennement. En conclusion, faut-il acheter cet objectif? Je vous réponds sans hésiter, oui, bien sûr, achetez-le, surtout si vous disposez d'un 24-36 ou si vous avez l'intention de vous procurer un jour, tôt ou tard, un 24-36, alors oui, c'est un objectif à avoir absolument. Il est vraiment très sympa, très discret, pas cher, il fait de la belle image, c'est formidable. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de s'en priver, surtout à ce prix-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive, et je vous souhaite une bonne continuation d'ici une prochaine vidéo. Donc faites de belles photos, amusez-vous bien, et à bientôt.